Bonjour à tous. Pardon. Je tiens à me représenter, donc docteur en psychologie clinique. J'interviens dans beaucoup d'établissements sociaux et médico-sociaux dans les Hauts-de-France, où j'effectue notamment ce qu'on appelle les analyses de pratique. À côté de ça, donc, je suis enseignant à Apradis, l'école régionale supérieure de travail social basée à Amiens, mais qui intervient dans tous les Hauts-de-France. Et en même temps, je suis chercheur en psychologie, et plus particulièrement psychologie interculturelle, psychologie clinique et psychologie sociale. Donc mes thématiques de recherche, mes axes de recherche sont plutôt l'identité, les représentations sociales, le contact culturel et l'ethnopsychiatrie. Je tiens à remercier l'assistance pour sa présence et l'équipe de Migration Santé. L'équipe de Migration Santé France pour l'organisation de ce chaleureux et fructueux événement. Concernant Migration Santé France, donc, je tiens également à apporter mon soutien et ma reconnaissance pour les actions que vous organisez, notamment les colloques, les journées d'études, les publications, les interventions de terrain, les permanences, et ce, dans le cadre de la prévention sanitaire et sociale auprès des primo-arrivants. De quoi parle-t-on? Alors, de quoi parle-t-on? Concernant les notions clés visibles dans le titre de cette prestation et même par rapport à tout ce qu'on a vu toute cette journée, on va commencer par quelque chose de simple. Il y a ce qu'on appelle les influences éducatives. Il y a donc 3 influences éducatives qui contribuent au développement de l'enfant. Donc il y a l'influence familiale, l'influence scolaire et l'influence sociale. Et un bon développement de l'enfant, c'est un équilibre des 3. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Henri Wallon. Henri Wallon, je le rappelle, c'est l'un des 3 pionniers de la psychologie de l'enfant à côté de Freud et de Jean Piaget. Voilà. Et donc, dans cette trilogie, famille, sociale et école, on voit que la famille, donc, elle est fondamentale. Elle est fondamentale dans le développement de l'enfant. Et elle contribue même à ce que Berger et Gluckman, ce qu'ils ont appelé donc la socialisation primaire, c'est-à-dire que la famille est le premier agent socialisateur de l'enfant. Alors quand on dit socialisation, c'est transmission des apprentissages, où il y a 3 modalités: les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire. Donc la famille, c'est censé être le premier agent socialisateur. Donc, à ce titre, il est important de parler de la famille dans l'approche interculturelle. Et je commence toujours donc par faire ce tri à plat dès le début. On parle des représentations culturelles, des pratiques éducatives. Et à ce propos, donc, je trouve que les mots employés, ils font écho. Ils font lien à la dimension humaine, donc que ce soit les pensées sociales, que ce soit les pratiques sociales et culturelles, des personnes se sentant ou se revendiquant appartenir à une autre culture alors qu'elles sont dans une culture, dans un pays d'accueil. C'est important. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit retour sémantique et par rapport à quelques définitions simples. Donc, les représentations culturelles, il s'agit bien d'un ensemble de significations propres à une culture. C'est une image mentale vis-à-vis de tel ou tel objet, mais il y a l'influence de la culture qui est là. Les pratiques éducatives, donc, c'est les manières de transmettre ces apprentissages, enfin les apprentissages qu'on a évoqués tout à l'heure, les savoirs, savoir-être, savoir-faire, au sein du système familial. La parentalité, c'est un statut de parent d'un point de vue social, juridique. Et à ce titre, donc, l'éducation familiale, c'est tout ce qui renvoie au processus par lequel la famille élève et éduque l'enfant depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte. L'interculturalité, alors ça c'est un mot, enfin, interculture, culture, inter, c'est polysémique, mais il faut clarifier ce que c'est que interculturalité, ce n'est pas un fait, c'est une démarche. C'est une démarche favorisant la rencontre entre cultures différentes et dans le respect des uns et des autres, et elle repose sur
l'altérité, la bienveillance, le non-jugement et l'empathie. L'interculturalité, donc, ça implique des échanges réciproques et elle est fondée notamment sur le dialogue et le respect mutuel. Concernant la citoyenneté, donc, c'est une posture chez la personne ou le groupe, mais en même temps, c'est une reconnaissance par l'environnement social, comme quoi cette personne ou ce groupe font partie du groupe ou de la nation. C'est-à-dire s'inscrivant étant informé par rapport aux droits, mais aussi s'inscrivant dans des devoirs à respecter. Enfin, donc, il reste deux définitions, la médiation et l'intégration. La médiation, c'est plutôt, ici on parle d'interculturel, donc c'est plutôt médiation interculturelle. Ça serait une intervention ou bien une méthode pédagogique destinée à mettre d'accord ou à concilier des divergences, des conflits interculturels ou des malentendus interculturels. Et enfin, l'intégration. L'intégration, donc c'est, oui, donc les conflits, les familles primo-arrivantes peuvent vivre des malentendus, des conflits, quel que soit l'interlocuteur. Ça peut être avec l'école, ça peut être avec l'administration, ça peut être avec l'hôpital, ça peut être avec les interlocuteurs, c'est assez large. Hein. Et enfin, donc, l'intégration, c'est plutôt un processus dynamique dans lequel les personnes ou les groupes provenant d'une culture différente s'adaptent au groupe de la société d'accueil. Et quelle que soit l'interaction, donc administrative, économique ou citoyenne. Voilà pour la partie définition. Un petit rappel statistique. L'an dernier, en 2022, en France, il y a eu à peu près 316 000 délivrances de titres de séjour. Les pays dominants, concernant donc les primo-arrivants, il y a les pays du Maghreb, la Géorgie, l'Afghanistan, l'Afrique subsaharienne. Et donc les motifs d'immigration, donc c'est assez varié. Donc c'est une immigration économique, une immigration, les étudiants, c'est aussi les demandes d'asile, les MENA, les mineurs non accompagnés, c'est aussi le regroupement familial. Enfin, les motifs sont assez variés. Donc, les statistiques nous montrent que la population primo-arrivante est présente et il faut donc étayer, faciliter son installation en France. Donc, afin d'éviter tout risque de biais communicationnel ou alors tout risque de conflit interculturel. Alors, l'objet de cette intervention vise à amener une réflexion pour comprendre la culture de l'autre et de faire comprendre la culture du pays d'accueil. Alors, on parle toujours de la culture des autres, mais c'est important aussi de parler de la culture du pays d'accueil. J'espère que j'aurai le temps à la fin de ma présentation donc pour conclure elle sur... s'approche, hein, la fin. Pardon ? La fin s'approche. C'est vrai ? Oui. Pour moi aussi ? Bon. Alors, du coup, je vais faire bref. Il me reste combien à peu près ? On va mettre 5 minutes. 5 minutes ? Bon, ok. On va aller vite. C'est parce que c'est une table ronde, il faut aussi qu'on débatte. Je donne 2 études de cas ou 3 études de cas. Et puis après, je vous donnerai 3-4 outils et puis après, on en parle. Les études de cas. Donc, les études de cas où ça renvoie à des problématiques plutôt familiales. Donc, les études de cas. Alors, la première. Donc, la première, c'est la punition physique de l'enfant. Donc en France, la fessée éducative, je vous le rappelle, elle est interdite depuis juillet 2019. Hein, sauf que dans certaines cultures, la fessée donc parentale, ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation familiale. Et donc j'ai été interpellé par certains travailleurs sociaux par rapport à cette problématique-là. Donc là, on voit que lorsque on est intervenu donc en famille, les familles n'étaient pas au courant comme quoi c'est interdit en France. Méconnaissance. Deuxième situation, donc j'en ai plein, mais je vais en choisir une, puis après on passe à autre chose. La parentification de l'enfant qui, lorsqu'il rentre de l'école fatigué, ayant des devoirs à réaliser chez lui, mais qui se trouve à endosser un second moi, celui de l'auxiliaire parental,
Donc, il s'occupe de sa fratrie, il reçoit les invités, il leur prépare du café, du thé, des viennoiseries, etc., etc. Sauf que c'est un enfant de 9 ans. Voilà. Oui, parce que là, ça nous choque, mais dans certaines cultures, ça fait partie du système familial, de l'éducation, de leur code culturel. Quoi d'autre encore? Oui, je ne vais pas entrer dans le débat de est-ce que c'est un habit religieux ou pas, mais le port de vêtements traditionnels qui, dans l'espace public, mettent en difficulté l'enfant. Donc on peut citer l'abaya, mais là je ne rentre pas dans le débat est-ce que c'est un vêtement religieux ou pas. Mais ceci dit, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est perçu comme tel par les parents. Les parents, donc du coup, font en sorte que l'enfant porte ce vêtement, et l'enfant se retrouve à vivre ce qu'on appelle donc une injonction paradoxale, parce que les parents poussent à ce que l'enfant porte ce vêtement, sauf qu'après il a le regard de la société, de l'école, comme quoi non, c'est pas, faut pas le porter, donc ça fait mal. Ouais, bon, il reste combien? 2 minutes? 2 minutes? Combien? 3 minutes? Je voulais vous présenter 4 outils, mais je vais en retenir qu'un. Et puis après, on peut en parler. Je ne sais pas si vous connaissez le tableau des stratégies d'acculturation de John Berry. Ça vous parle ou pas? Non? Bon. Alors, c'est un tableau qui présente, qui a une double lecture. Une lecture, une optique clinique et une optique sociale, avec 2 axes. Donc, un axe, le rapport à la culture d'origine, et un axe, le rapport à la culture du pays d'accueil. Et donc, il y a 4 stratégies différentes. Donc, l'optique clinique, c'est ce qui se passe dans la tête, et l'optique sociale, c'est la conséquence. Alors, donc par rapport aux 2 axes, si la personne rejette les 2 cultures, donc elle se trouve dans ce qu'on appelle la contraculturation, cliniquement. Socialement, elle devient marginalisée. Si elle accepte la culture d'origine, mais elle rejette la culture du pays d'accueil, donc elle fait ce qu'on appelle une reculturation. Reculturation, socialement, risque de séparation. Inversement, elle accepte totalement donc, la culture du pays d'accueil, mais en même temps, elle rejette la culture du pays d'origine. Elle fait ce qu'on appelle cliniquement donc, une déculturation, et socialement, ça s'appelle l'assimilation. Donc là, ça vaut débat. Donc il y a un perdant et un gagnant. Par contre, celle qui réunit les deux, l'acceptation des 2 cultures, la culture du pays d'origine et la culture du pays d'accueil, les deux, donc cliniquement, ça s'appelle de l'interculturation. Et qu'est-ce qui se passe socialement? La personne, elle fait de l'intégration. En fait, elle est intégrée. Donc la moralité, c'est qu'il faut travailler, donc dans l'interculturalité, il faut travailler à ce qu'il y ait une acceptation des deux cultures, mais trouver comment. Je termine juste par un deuxième outil pour aider les personnes présentes. Je ne sais pas si vous connaissez la proximie développée par Edward Hall dans son livre La dimension cachée en 1971. La proximie, donc, c'est la gestion de la distance. Et Edward Hall définit 4 zones distinctes. La distance intime, la distance personnelle, la distance sociale et la distance publique. Donc les 2 premières, c'est plutôt privé. Les deux dernières, c'est plutôt public. Alors ce qu'on conseille, c'est que tout ce qui relève de la culture d'origine, donc vous l'aurez compris, ça doit rester dans l'espace privé. Mais à partir du moment où on est dans l'espace social public, alors social, c'est tout ce qui est conventionnel, c'est à l'école, c'est au travail, c'est tout ce qui est conventionnel, ça va jusqu'à 6 mètres, comme là par exemple, on est dans un espace social, c'est l'hôpital, c'est public, c'est plus de 6 mètres, plus de 5 mètres. Et donc, quand on est dans l'espace social et public, il faut essayer de trouver un moyen de s'adapter à la société d'accueil. Attention, donc quand je dis que dans l'espace privé, la personne elle peut respecter sa culture d'origine, mais attention, il ne faut pas qu'elle soit hors la loi. Pas de maltraitance infantile, pas de circoncision non médicalisée, par exemple.
pas de ce qu'on a dit tout à l'heure, tout ce qui est fessée parentale, tout ce qui est interdit par la loi, en fait, tout ce qui sort de la loi, non. Et là, il faut le rappeler à chaque fois. Et puis au niveau de la posture de l'accompagnant, enfin de tout ce qui est médiation, la posture repose sur l'altérité culturelle, donc essayer de se mettre à la place de l'autre, le comprendre, mais surtout équilibrer avec une affirmation de soi, c'est-à-dire dire les choses, rappeler les règles, rappeler les lois françaises, présenter les codes, les us et les coutumes du pays d'accueil. Et une fois qu'on a fait cela, on entame une dernière démarche qui s'appelle la négociation interculturelle. Voilà, je crois que je reste dans les cordes. Bon, alors, on fait le jeu des chaises musicales. Vous allez revenir à votre place et moi je vais venir là-bas. Et la parole est à la salle. Ah bah oui, la parole est à la salle et la salle se vide. Allez-y. Oh non, 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 pas tout le monde quand même. Je sais pas si marche. Je voulais remercier les deux personnes qui ont pris la parole, Erwan Guadon et Jamel Lascar. Et j'ai été très intéressée par l'intervention sur les consommateurs de crack parce que ça fait écho à ce qu'on peut observer un peu moins aujourd'hui, mais de manière très forte il y a quelques mois dans le Nord parisien. Et en l'écoutant, j'ai repensé à cet ouvrage de Philippe Bourgois sur le crack à New York, où il avait une réflexion, une analyse sur la consommation de crack, où il liait un peu la question du genre et des rapports de domination. Et particulièrement le fait que une des explications de la consommation forte du crack chez les portoricains à New York était le fait qu'on les assignait à des emplois jugés féminins du secteur tertiaire. Et j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus et voir s'il y avait des parallèles possibles avec ce qui se passe dans le Nord parisien. Oui. Allô, oui, oui, complètement. Alors, on a porté à ma connaissance effectivement des travaux. C'est des travaux nord-américains où. Oui, et notamment sur les instrumentalisations aussi des bébés, des bébés du crack, donc ces bébés qui deviennent accros au crack en fait dans le ventre maternel, ça passe par le placenta, les essences chimiques, etc. L'enfant naît fait ce qu'on appelle un syndrome de manque, c'est-à-dire qu'il n'est plus exposé au crack et donc sa première réaction c'est le manque comme chez un consommateur adulte. Donc le corps manifeste tout un tas de réactions très vives, très violentes qui peuvent mettre en danger la vie de l'enfant et donc on substitue l'enfant. Et ça avait été instrumentalisé sur cette question de est-ce qu'on peut être criminel parce qu'on consomme du crack alors qu'on est enceinte. Est-ce que les femmes peuvent être criminelles? Est-ce que c'est un crime que en gros, faire consommer du crack à son enfant? Il y avait des papiers qui analysaient dans ce sens en parlant d'instrumentalisation effectivement pour criminaliser des populations bien précises qui consommaient du crack puisqu'il y a un effet très social et culturel comme vous le dites. Sur la question du genre, effectivement j'en ai pas du tout touché mot. Les XAPA, donc les centres d'addictologie, reçoivent essentiellement des hommes à Paris, pas parce que les femmes consomment moins, les rapports tendent à s'équilibrer, c'est ce que les travaux de la sociologie indiquent. Fut un temps, les hommes consommaient beaucoup plus. Aujourd'hui, les femmes sont plus invisibilisées dans la mesure où les normes sociales disqualifient davantage une femme qui boit de l'alcool ou qui consomme du crack qu'un homme qui boit de l'alcool ou qui consomme du crack. Donc ça a des effets d'invisibilisation, de discrimination, ça silencie quelque chose à cet endroit-là. Le centre d'addictologie où je travaille, mais qui est rare à proposer une offre comme celle-ci, c'est-à-dire d'articuler parentalité et addictologie, donc l'addictologie très emprunt du côté du genre des hommes, culturellement j'entends, et du côté de la parentalité, c'est quand même aujourd'hui, on l'entend en protection maternelle et infantile, école maternelle, centre maternel, etc., etc. Donc la question de la parentalité et encore plus de la périnatalité reste davantage assignée aux mères, et donc moi je rencontre beaucoup plus de mères que de pères. Ça inverse la file active. D'habitude c'est 3/4 d'hommes, 1/4 de femmes dans un centre d'addictologie classique, et là c'est l'inverse. Est-ce que ça répond? Est-ce que ça répond à votre question? Super intéressant, mais du coup... Je vous remercie. Je m'interrogeais sur les causes, même si je pense que c'est impossible d'en déterminer une au détriment d'autres, mais est-ce que soit dans l'expérience migratoire, soit dans l'expérience dans le Nord parisien, il y a des causes sociales de cette consommation que vous avez pu observer?
Alors, sur un échantillon clinique, moi je suis clinicien, donc c'est vraiment de l'échantillon qui n'a rien de scientifique, mais les personnes que je rencontre ne viennent pas addictes. Donc il y a un effet quand même de socius et de trajectoire de vie. Il y en a qui viennent addicts, parce qu'il y a quand même des pays où c'est culturellement inscrit de consommer telle terre, tel produit, tel machin. Enfin, il y a l'être humain comme l'animal d'ailleurs, dès qu'il trouve une petite substance qui fait du bien, il a tendance à continuer. Donc, mais c'est quand même très social. Qui consomme du crack, enfin, c'est pas vous et moi, a priori. On va peut-être revenir à la parentalité. Juste pour compléter. J'ai pas entendu des choses aussi horribles. Vous me dites que des femmes qui attendent des bébés sont addictes? C'est ça que vous dites? C'est la clientèle, oui. C'est son boulot. Alors, c'est justement pour ça que c'est invisibilisé, parce qu'il y a quelque chose d'un insupportable à penser. C'est-à-dire que la femme est attendue du côté de prendre soin de son corps, et encore plus de son giron maternel. Oui. Et donc là, effectivement, c'est une clinique qui est assez intense, parce qu'elle met à l'épreuve les représentations. Moi, j'adore tout ce qui est en marge, parce que ça donne à penser d'autres choses et que ça m'intéresse beaucoup. Du coup, la migration, l'addiction, mais oui. Parents. Mais il y en a beaucoup. Attends, on va faire un colloque. On va voir avec Mohamed. On va faire un colloque sur les addictions. On va faire un colloque sur les addictions. Pour l'instant, c'est par là-bas. Revenons au thème de la parentalité. Revenons au thème de la parentalité et des pratiques éducatives. Ça a choqué, oui, ça a choqué, mais c'est choquant. Oui, soyons clairs, c'est choquant. Non, mais c'est bon pour moi de l'entendre aussi, parce que quotidiennement, c'est des choses qu'on banalise. C'est bon pour moi d'entendre ce choc, parce que quotidiennement, c'est des choses qui sont normalisées. Parfois, j'oublie même les consommations. Et c'est un vrai problème. Mais après, c'est l'intérêt de l'équipe, etc. Oui, c'est ce qui ça me rappelle, j'avais fait une mission sur la maltraitance infantile en Picardie dans les années 2000. Et le discours des magistrats et tout ça, mais c'est dans la culture locale. Ils étaient habitués. C'est bon. C'est normalisé. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas normal. Mais l'idée de faire un colloque sur les addictions, on va la retenir, je pense. Oui. C'est noté. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, là-bas, tout au... Oui. Non. Allô. Allez-y. Vous m'entendez? Oui, très bien. Je voulais juste dire que c'est dommage que ce n'ait pas été plus long, Monsieur Jamel Lasgar, parce que c'était passionnant, mais un peu court. Mais moi, juste une observation, parce que dans ce que vous dites, j'ai l'impression que les cultures, en fait, sont vraiment... Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas... Enfin, il y a ou la culture d'origine, on va dire, et la culture française. Mais pourquoi il doit forcément y avoir un moment où les deux peuvent se combiner, se conjuguer? Il y a à peu près 72 codes culturels d'identifiés. C'est énorme. Les biais interculturels peuvent avoir lieu lorsqu'il y a 3 ou 4 codes culturels où ça peut créer des conflits, alors que dans tous les autres codes, ça va bien. Si je prends l'exemple de l'ex-Yougoslavie, c'est des Slaves, même langue, unité, c'est la même ère géographique, culturelle, mais ça a pioché dans 2 ou 3 codes culturels historiques. Et après, il y a eu des événements extérieurs que, du coup, ça a généré cette guerre fratricide. Mais l'entre-deux, en fait, si on revient, par exemple, là, ce matin, on a parlé de l'adolescence, la crise identitaire, l'adolescent qui grandit. Françoise Dolto a parlé du complexe du homard, par exemple. L'adolescent qui cesse d'être enfant pour devenir adulte. Là, il passe d'un état à un autre. En interculturel, pour passer d'un état, d'une culture à une autre, c'est possible. Ce qu'on a appelé l'assimilation, la déculturation. Mais est-ce que c'est viable? Est-ce que la personne peut changer la vie plus tard? Est-ce que c'est les enfants qui vont peut-être culpabiliser les parents plus tard d'avoir fait cette déculturation? Mais je voulais terminer par la biographie de Carmel Camilleri. Si vous lisez sa biographie, Carmel Camilleri, c'est quelqu'un qui a comment dire, c'est un personnage historique, c'est on va dire un grand anthropologue français. Lui, français, tunisien, maltais, italien. Il a plusieurs identités à la fois, mais comme il le dit si bien, il arrive à toujours avoir le sentiment, il a toujours le sentiment de rester le même. Donc c'est possible.
Mais il faut le vouloir, quoi. Quand vous parlez de code culturel, 72 codes culturels, qu'est-ce que vous entendez par là? La langue, la religion, Ah, d'accord. les traditions, Des les dimensions. coutumes, les habitudes alimentaires, les habitudes Ok. vestimentaires. Ok. Ce sont les dimensions qui forgent une culture. C'est ça, les codes. Enfin, les codes, oui, d'accord. C'est comme ok. ça Non, chez non, mais nous. ok. Mais dans mes cours, j'en donne 15 et 15, c'est déjà beaucoup. Bon. 72, Alors, une autre question sur... Oui, allez-y, allez-y. Bonjour. Alors, c'est pas tellement une question, mais c'est plus une réaction à chaud par rapport à cette interculturalité. Et si je comprends bien, en tout cas, ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, ma culture, la première sphère, en tout cas, celle qui émane de ma famille, doit rester intime et ne peut pas s'exprimer en dehors de la sphère intime, au bénéfice de cet espace de négociation avec la culture du pays qui m'accueille si je suis étrangère. tant que ça, alors il y a le consensus, il y a le sens commun, il y a un tronc commun. Le tronc commun, c'est ce qui fait le vivre ensemble. Et c'est ce qui rassemble. Hein. Il y a un auteur qui s'appelle Jean-Claude Abric, qui a travaillé sur les représentations sociales, où lui il dit qu'il y a un noyau central, il ne doit pas bouger. Après, qu'il y ait des éléments périphériques, là, on peut tolérer. Mais ce noyau central, si jamais il bouge, c'est c'est une révolution, c'est aussi une déculturation, c'est aussi un risque de rébellion, hein, si on l'applique à la culture. Donc, alors, la France, avant même de parler d'immigration, on ne parle pas d'immigration. Là, on va parler de la métropole française et, pardonnez-moi, je ne vais pas parler des dom-toms. On va parler que de la métropole. La métropole, il a fallu une centaine d'années de guerre fratricide pour arriver à ce que la France devienne France. C'est-à-dire que la France a réussi à unifier des cultures qui étaient totalement opposées. Basque, Bretagne, Normandie. l'Alsace, la Savoie, la Corse, l'Occitanie, la Catalogne. Mais c'est parce qu'il y a un tronc commun. Mais justement, Quand même, ils sont là. mais Bon. justement, Mais s'il n'y avait pas eu ce sens commun, c'est-à-dire qui unifie un but en commun, donc c'est l'identité, la citoyenneté. Après le reste, tout ce qui est des spécificités vraiment très culturelles, il est conseillé de vraiment de les garder pour soi. Et ce qui est bien d'ailleurs. Et puis à ce titre, il y a des cultures issues de l'immigration qui le font très bien. Les Arméniens, par exemple. La communauté arménienne en France, elle le fait très bien. Les rapatriés d'Algérie, qu'ils soient musulmans, juifs ou pieds noirs, l'ont très bien fait. C'est-à-dire s'intégrer donc dans la société d'accueil, entre guillemets, mais tout ce qui relève de la sphère intime et privée, mais ils arrivent à le garder en eux, quoi. non mais en fait, je suis désolée, mais c'est parce que j'ai besoin de comprendre vos propos. Je comprends la nécessité. En tout cas, oui, je comprends la nécessité de garder dans la sphère intime ce qui fait la singularité de ma culture. Voilà. Que ce soit qu'elle vienne d'ailleurs ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, comment je la vis moi. Voilà. Mais par contre, là où j'ai du mal à comprendre, et c'est ce qui peut-être m'attriste un petit peu, c'est cette idée que finalement, pour que le vivre ensemble puisse avoir lieu, il y a cette nécessité de ne pas changer, je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais en tout cas de ne pas changer, je sais pas quoi. Est-ce que vous ne comprenez je donne pas un exemple. Vous êtes en Je donne un désaccord. exemple. Attendez, est-ce que Non, je ne comprends pas, Je donne un justement. exemple. Je veux comprendre. Je vous donne un exemple. Hein. J'ai eu des échos, là, dans certains établissements, où certains Afghans qui ont des pratiques alimentaires totalement différentes. Au moment du repas, vous avez donc les autres résidents attablés. Ça fait même partie du projet éducatif de l'établissement. Au même moment, vous aurez donc... Alors, je ne fais pas de critique ou quoi que ce soit, c'est un constat. Au même moment, vous aurez donc les résidents demandeurs d'asile ou au MNA ou tout ce qu'on veut, mais
qui viennent d'arriver d'Afghanistan, ils prennent leur repas, ils vont pas s'attabler, ils vont se regrouper au sol. Et ils partagent, alors ce qui peut être une richesse d'un point de vue culturel. Ça peut être une richesse, mais les retours qu'on a, c'est que ça passe pas dans l'établissement vis-à-vis des autres résidents. Et puis même pour eux, est-ce que c'est leur rendre service de... Imaginons que s'ils reproduisent la même situation au McDo. Pourtant, c'est pas interdit par la loi. Ah, au McDo, on vient comme on est. Hein. Au McDo, ou alors dans un flunch. Pourtant, c'est pas interdit par la loi. Ce n'est pas interdit par la loi. Mais c'est des manières de faire que ça passera difficilement, vous voyez ? Oui, mais il faut comprendre aussi qu'on puisse être en désaccord avec cette prise de position. Hein. Je pense que... Oui, il y a... Bonjour tout le monde. Alors, merci pour ces deux interventions sur la parentalité, parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Et du coup, je me pose la question, on parle de transculturel, mais en ce qui concerne la parentalité, pour le coup, c'est très difficile pour les intervenants et les acteurs de terrain, dans le sens où on est obligé finalement de prendre en compte cette part ethnologique, culturelle, et en même temps, il n'y a pas de conseil universel sur ce sujet-là. Du coup, quels sont les leviers ? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une grosse difficulté à accompagner les familles, à prendre en compte leur culture, leur ethnologie, et ne serait-ce que même un Français de souche, nés en France et ont vécu en France, d'une famille à l'autre, on voit bien que cette parentalité ne s'exprime pas de la même façon. Et du coup, quels sont les leviers pour les acteurs de terrain, concrètement, pour réussir à passer un message là où il y a tant de défiance ? Parce que vous l'avez dit vous-même, des injonctions paradoxales qui sont plus liées à la personne qu'on a en face de soi qu'à un process, entre guillemets. Et on se rend compte que selon le professionnel qu'on va avoir en face, on va avoir un accompagnement individualisé qui prend en compte sa singularité, ou sinon des professionnels qui, parce que faute de moyens, essayent de calquer à tous les parents un modèle qui, de toute façon, c'est impossible. Et du coup, j'aimerais savoir quels sont les leviers par rapport à ces questions-là. Des leviers, c'est de chercher à voir comment l'autre fait, comment on fait. Par exemple, sur la question que je trouve la plus complexe, celle du châtiment corporel. Moi, je me dépatouille en nommant l'interdit, en disant l'idée, c'est pas que moi je le partage ou pas. Et je peux dire, il y a quelques années, en fait, je dégonfle l'affaire, je dégrosse l'affaire, je dédramatise l'affaire. Il y a quelques années en France, ça se faisait. Je suis sûr que là, si je monte dans les appartements ici, je vais en trouver aussi. Je dégrosse, mais je dis, il y a une loi qui existe. Cette loi, on est d'accord, on n'est pas d'accord, elle existe, elle fait structure. C'est la fonction de la loi, hein, de permettre une cohésion sociale entre les individus. Cette loi existe, vous êtes responsable. Si vous connaissez cette loi, parce qu'il y a ce qu'on disait aussi, moi j'ai déjà entendu une mère me dire oui, mon premier enfant s'est fait placer parce que je l'ai tapé, on m'a dit pas le droit de taper, j'ai compris. Le deuxième s'est fait placer parce que je lui ai tiré l'oreille. Bon, mais tirer l'oreille, c'est pas taper. Et là, on se dit, bon, enfin, vous voyez, c'est qu'il y a une véritable... La loi, elle peut couler de source quand c'est des codes culturels dans lesquels on baigne depuis longtemps, ça paraît évident, mais le fait de nommer, ça peut être précieux. C'est-à-dire, ah bon, mais mettre une tapote sur la main, c'est taper. Vous voyez, c'est des petits détails à la noix, mais de pouvoir dire, c'est pas ma position, et en fait, c'est de pas... d'être choqué de pouvoir signifier quelque chose du choc. Parfois, moi, je dis, là, ça me surprend comment vous portez votre bébé, ça me fait. Et puis, je me suis fait vanner par des femmes subsahariennes. Oui, en France, vos bébés, vous les portez comme du coton, ça devient des bébés fragiles, etc., etc. Vous voyez, oui, c'est pas un souci. On peut discuter des manières de faire, des manières de se représenter, mais on tisse quelque chose entre nous quand on fait ça. Vous voyez, on n'est pas dans tu fais n'importe quoi et toi tu fais n'importe quoi. Je sais pas si j'entends bien, mais on prend souvent le prisme de l'éducation par le châtiment corporel ou par ces déviances-là. Or, c'est bien plus complexe. Par exemple, ce matin, on parlait un peu d'éducation et du coup, ne serait-ce que dans l'approche, qu'est-ce que la réussite ? Qu'est-ce que la réussite ? Si on veut accompagner les parents, accompagner les enfants à aller vers une réussite, faut la définir. Et du coup, selon là où on se situe, on n'a même pas la même définition. Et du coup, ce que vous dites, c'est valable, sauf qu'il faudrait-il encore que tous les professionnels puissent avoir le recul et l'expertise et la connaissance suffisante pour pouvoir s'adresser comme ça aux parents, ce que je doute. En fait, il y a deux choses. Il y a
Moi, je connais mal, je crois que j'ai été le seul à parler d'approche transculturelle, interculturelle, transculturelle. Il y a une petite distinction. La distinction que je connais, peut-être je dis n'importe quoi, mais c'est celle de Devreux, à savoir qu'en transculturel, il n'y a pas l'idée de connaître la culture de l'autre. Il y a l'idée de connaître le concept de culture et donc d'avoir en tête, je ne sais pas en quoi ça fait sens pour toi. Et cette question-là, elle est cruciale à l'école. Il y a des malentendus énormes, des enfants qui disent c'est mon frère, et la maîtresse qui dit mais non, c'est pas ton frère, parce que c'est une question de lien biologique ou pas. Sur des affaires de cet enfant lève pas la main, du coup des institutrices qui vont convoquer les parents en disant mais votre enfant il lève pas la main, quand je l'interroge il a la réponse, mais il lève pas la main, il pose pas de questions, qu'est-ce qui se passe? Et des parents qui disent très simplement bah oui, parce que moi je lui apprends que poser une question c'est signe de bêtise et qu'il faut qu'il aille chercher la réponse un peu à la façon des contes de va dans la forêt, va trouver ci le machin ou de la montagne, etc. Des histoires de regard. En France, enfin classiquement, je caricature un peu, mais on dit « Regarde-moi, je suis en train de te parler à un enfant qu'on est en train de disputer ». Il y a des cultures où si tu me regardes dans les yeux, c'est un manque de respect. Donc toutes ces choses-là, la question c'est de questionner, c'est de savoir qu'on ne sait pas. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, savoir qu'on ne sait pas. Moi, pour moi, ça veut dire ça, mais peut-être c'est pas la vérité absolue. D'ailleurs, c'est jamais la vérité absolue. Pour toi, ça veut dire quoi? Quand tu dis à ton enfant de ne pas te regarder, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est cette enveloppe de sens, cette enveloppe dynamique qui fait berceau pour le parent et qui peut l'aider. Et quand nous, on pose la question, on participe à tisser ce maillage qui fait vraiment enveloppe, au sens de berceau, au sens plus primaire. Je pense qu'il y a une question qui est très importante, qui a été posée, celle de qu'est-ce qu'on qualifie comme réussite? Et je voudrais peut-être la poser je sais pas, Ahmed ou Yacine. Écoutez, moi j'ai une autre perception des choses. Nous sommes dans des relations interculturelles, mais il peut y avoir des conflits interculturels. Comment les gérer? Par exemple, si je prends la culture berbéro-arabo-musulmane, qui englobe les berbères, les arabes et toute la sphère musulmane, il y a ce qu'on appelle un noyau dur de la culture. Ce noyau dur, il est constitué par un triptyque. La religion, on ne touche pas, le sexe et la famille. Ça, c'est un noyau dur. Donc, en cas de conflit, avec un jeune qui est dans un collège, qui du jour au lendemain, il devient un directeur de conscience de son propre père. Le père était tolérant et le fils, du jour au lendemain, il devient le Messie. Il devient le prophète Mohammed en présence. Comment faire? C'est au niveau de la gestion. C'est sur quoi, moi je crois, et ça c'est le rôle on était des militants depuis 40 ans, de Migration Santé ou d'Interservice Migrants où j'ai travaillé avant, c'est la formation des acteurs. C'est au niveau de la formation. C'est pas, et la formation, c'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose qui est construit sur des modèles. Vous avez évoqué ce matin Magalit Cohen-Emrique avec Carmel Camilleri qui ont écrit Choc de culture. Donc, il y a des chocs qui touchent le système de parenté. Actuellement, nous, on a glissé de la parenté à la parentalité. La parentalité, c'est une compétence individuelle, être parent, comment être. Alors qu'avant, on était dans un système de parenté patrilinéaire, matrilinéaire et j'en passe. Aujourd'hui, je crois à toute la réflexion, que ce soit au niveau de l'État, au niveau de l'école, comment donner les moyens au niveau de la formation. Et quand je vois déjà comment les formations, moi je me rappelle, j'ai sillonné toute la France pour former. Et c'est là où j'ai appris, j'ai eu des indicateurs aussi sur l'état de la France. Donc la formation est un levier essentiel et elle fait partie justement de la dynamique interculturelle. Oui, là on en est tous convaincus. Mais je reviens à cette question qu'on évite là. Hein. C'est quoi la réussite? Alors la réussite, c'est un concept. La réussite, c'est un concept qui n'a pas de qui est polysémique, et c'est aussi en fonction du projet du parent qu'il transmet à ses enfants. Des parents, parfois, ils ont juste envie que leur enfant aille déjà à l'école, parce que eux, ils n'ont même pas pu accéder. Après, pour des parents, ça va être faire des études, alors des études courtes ou des études longues ou avoir un métier, mais il n'y a pas une définition claire et définitive de la réussite. Et il y a vraiment derrière la réussite des projets, après des projets de parents, mais aussi des projets d'enfants qui s'intègrent dans un système scolaire. D'accord. Juste, si je peux... Alors, il y a une main qui se lève là-bas et puis un micro qui est déjà en place. Alors, il y a deux micros. Alors,
Allez-y là-bas, et puis après, je vous donnerai la parole. Allez-y. Bonsoir. Moi, le sujet que vous avez évoqué aujourd'hui, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que, vu la situation en France ici, je pense que j'entends tout le temps dire que la parentalité est vraiment, vraiment importante. Et l'évocation de la parentalité en France ici, je vois que moi, ça ne me convient pas en tant que tel, parce que je trouve que la France ne met pas en place pour nous les immigrés, les migrants, des dispositifs pour apprendre comment élever, éduquer nos enfants autrement que dans nos cultures. Et moi, je voudrais savoir s'il y a des dispositions pour cela ou pas. Juste pour, j'aimerais bien, ça marche ça, illustrer. Donc, ce matin, tu parlais de Picardie. En Picardie, on a cette notion de dépassement des parents. C'est-à-dire qu'il y a certains enfants qui ne quittent pas leur village et ils reprennent la place de leur père à l'usine. Et à l'école, nous, dans l'immigration, nos parents étaient analphabètes et nous, on les a dépassés du point de vue des études et des diplômes. Donc, cette notion de dépassement des parents est importante. C'est que nous, ici, mes parents étaient entre guillemets analphabètes. On les a dépassés. Est-ce que nos enfants vont faire plus ou moins? C'est cette question. La réussite, pour moi, c'est ce vecteur de dépassement des parents. Est-ce qu'on veut les satisfaire dans le sens, non pas reproduire comment dire, les dépasser dans leur parcours, ou bien simplement leur montrer qu'ils soient fiers de nous dans notre parcours. Juste cette notion-là, ça permet aussi chacun peut interpréter cette notion de dépassement des parents. Oui, mais la question qui vient d'être posée, c'est quels sont les dispositifs pour les... Allez-y. Moi, comme je suis un inspecteur, tout ça, et que j'avais aussi travaillé dans les petits guides de la ville, on a mis en place tout ce qui est réussite scolaire, tout ce qui est, je me rappelle très bien, tout ce qui est périscolaire. C'est que moi, par exemple, moi, je reçois des associations africaines. La semaine dernière, une association du Congo, des jeunes diplômés qui sont venus me dire on voudrait travailler sur l'excellence. Donc, c'est l'excellence. J'aurais dit on peut faire des beaux textes. Après, je vais leur donner ce qu'ils veulent, simplement. Se réunir avec des enfants, mais pas remplacer l'école, mais simplement travailler sur une notion d'excellence. Donc, ils étaient en train de chercher de quoi ils voulaient faire, quelle excellence. Voilà. Donc, c'était la semaine dernière, une association qui s'appelle Excellence. Jamel. Je pense qu'il y a deux institutions qui existent, mais qui ne sont pas assez développées en France. L'une s'appelle les programmes ELCO, l'enseignement de la langue et de la culture d'origine. Donc déjà, c'est un outil indispensable pour participer à la formation sociale des enfants issus de l'immigration, mais en même temps dans un cadre académique, premièrement. C'est-à-dire qu'eux aussi seraient des médiateurs. Donc les enseignants ELCO seraient aussi feraient une forme de médiation interculturelle, c'est-à-dire là-bas oui, ici oui, mais de telle manière, par exemple. Deuxième institution, mais vraiment, je la vante à chaque fois que je me déplace, j'en fais la publicité, c'est la prévention spécialisée des éducateurs de rue. Malheureusement, ce dispositif est je ne dis pas en déclin, mais presque. Ah oui. Il y en a de moins en moins, et pourtant, c'est bien eux qu'on va retrouver dans les pas de porte, carrément faire du porte-à-porte, à tisser du lien dans l'espace intime. Et j'ai grandi avec eux, j'ai des souvenirs d'enfants avec eux, donc le travail qu'ils faisaient, c'était magique. Mais à l'époque, c'était la DAS. Et depuis, ils sont passés sous la coupole du département, et là, c'est une autre histoire. Mais dommage qu'on ne met pas les moyens, parce qu'ils sont vraiment... ils vont là où personne n'ose aller, et ils disent les choses d'une manière empathique et humaine, et ça... Je dirais que le résultat, on le trouve, malheureusement. Enfin, c'est pas assez développé. Mais ce ne sont pas franchement des substituts de la parentalité, quand même. Pardon ? Ce ne sont pas des substituts de la parentalité. Alors, ils respectent les deux cadres, ils respectent les deux critères. Non, mais c'était un clin d'œil pour nos collègues. Là. Alors, ils font bien les choses, parce que l'école de Palo Alto nous dit que pour travailler la parentalité, donc le soutien familial
travailler avec les familles. Donc il y a 2 lignes rouges à ne pas franchir. Oui. Ne pas disqualifier et ne pas discréditer. Donc ne pas disqualifier les parents, c'est-à-dire ne pas prendre leur place, et ne pas les discréditer, c'est-à-dire ne pas les critiquer ou alors les dévaloriser. Et les éducs de prévention, ils savent faire. Hein. Oui. Une dernière question. Ça marche. Bonjour. Merci pour vos interventions. Du coup, ma question était justement sur la médiation interculturelle, qui est vraiment, la médiation culturelle même, où il y a des personnels formés. Nous en PMI, on a un tout petit budget pour ça. Est-ce que c'est une question assez factuelle? Qu'est-ce qui est devenu la médiation culturelle? Est-ce que le budget, c'est... Enfin, est-ce qu'on a des budgets, en fait? Est-ce qu'il y a encore... Est-ce que c'est que les départements, maintenant, qui gèrent? Parce que nos collègues qui sont là depuis plus longtemps nous disent il y avait des associations, il n'y a plus. Et du coup, maintenant, c'est ça, c'est que les départements avec des tout petits budgets... je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question. Non, je ne sais pas non plus. Donc, Joker. Une autre question. Alors, il y a une là-bas, le monsieur avait été, et puis 2, et puis 3. Oh là là. Alors, monsieur là-bas, qui avait... et puis madame. Alors, est-ce qu'il marche? Oui, il marche, j'aurais dû faire ça. Allez-y. Bonjour. Donc, moi, je travaille je suis responsable d'une maison des parents à la ville de Villejuif, et donc... ça m'intéresse évidemment de rebondir sur la parentalité. Je vais essayer d'être très synthétique et rapide, et je vais rebondir sur 3 points, enfin en tout cas 2 points d'interpellation pour Monsieur Guadon et Monsieur Lascar, notamment sur l'idée, ce que disait Madame, est-ce qu'il faut choisir, est-ce qu'on doit, et que vous avez pris cet exemple des réfugiés afghans qui mangent au sol et d'autres sur la table, et pour faire le lien avec Monsieur Guadon sur en fait le tiraillement. Nous, en tant que professionnels de la parentalité, on est toujours en train de se poser la question. On est du côté de la protection de l'enfance, ou on est du côté... Moi, ça m'a parlé, mais énormément, ce que vous avez dit, ou du côté de l'accompagnement du parent. Et ça, c'est un espace, en fait, il y a rien de défini, il n'y a rien d'établi, on ne pourra jamais avoir une réponse noire ou blanche. La seule chose qui est nécessaire, c'est de se retrouver pour en parler, parce qu'en fait, le but qu'on poursuit, je ne pense pas que ce soit une réponse déjà toute établie, c'est en fait de changer son propre regard et de s'interroger, parce que ce qu'on recherche, à mon avis, c'est la remise en cause permanente. Alors c'est inconfortable, on ne peut pas se la permettre tout le temps, mais en tout cas, d'arriver à se remettre en question. Et c'est justement l'entre-deux. Parce que ce qui est intéressant, notamment dans l'exemple que vous trouviez sur le réfectoire, c'est peut-être pas d'amener tout le monde sur la table ou d'amener tout le monde par terre. C'est OK, on a chacun ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour passer un moment ensemble, malgré tout, et pas être chacun de notre côté? Et finalement, c'est quand chacun va se mettre autour de la table et qu'on va chercher une réponse pratico-pratique à ce cas-là qu'on va trouver la solution. Et il n'y aura pas à assimiler l'un ou l'autre d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est sur cette voie-là. Et pour répondre à Madame sur... est-ce qu'il y a des institutions prévues qui nous donnent des clés de compréhension pour être parents dans cette société d'accueil qu'est la France? Pour moi, c'est... Alors, déjà, je prends volontairement le mot clé de compréhension, et on n'est pas là pour apprendre à être parent ou éduquer à être parent. Par contre, moi, mon métier, je le perçois, je pense que ce qui est le plus important, c'est de donner la possibilité de s'interroger sur ces modes éducatifs. En fait, on n'est pas là pour donner des injonctions éducatives ou des modèles éducatifs où il faudrait répondre à ci, comme ça, dans telle situation. On est là pour amener chaque personne à s'interroger sur... Et ça revient à ce que je viens de dire sur le réfectoire, en tant que professionnel comme en tant que parent. Ce qu'on poursuit, c'est pas tant d'avoir une réponse. Ce qu'on poursuit, c'est comment se poser la question pour trouver une solution à l'instant T, dans cette situation T, et de devenir équipé. On n'est pas là pour donner des solutions, on est là pour donner une posture d'interrogation et des outils, une mallette à outils dans laquelle on va puiser pour construire ses propres outils à chaque nouvelle situation. Donc je conclus juste en disant que pour moi, c'est important. On apprend à faire face à une situation et à avoir une attitude et une nouvelle posture qu'on pourra transposer à 15 000 situations plutôt qu'une solution pratique. Voilà. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais faire... Bonjour, messieurs. Bonjour, mesdames. Alors, je vais faire court. Je suis animateur sur la commune d'Orly. Donc, j'ai amené le jeu d'échecs. Ne pas mettre les gens en échec, mais l'installer dans les quartiers au sein même de la cité éducative. Je fais jouer 18 classes par an, donc ce qui représente à peu près 400 élèves. Je suis président d'une association sur la commune, donc j'ai permis aux enfants de créer cette passerelle aussi, mais aussi mettre l'intergénérationnel, avec le porteur du handicap, ce qui fait que j'ai fait en sorte de faire casser cette barrière, justement, de la culture, puisque au GCEC, justement, on peut jouer avec tout type de personnes. Et il n'y a rien qui interdit quoi que ce soit, en fait.
Et ça permet justement à ces jeunes, à ces parents, de pouvoir se positionner sur un futur, puisque c'est un jeu qui donne à réfléchir. C'est un jeu noble, c'est un jeu qui permet justement, au niveau de la santé, de permettre de développer les deux parties du cerveau. Et je ne vais pas en dire plus, je pense que vous en connaissez déjà assez. Et je pense que c'est un jeu. Le jeu, il faut l'apporter dans les quartiers. Voilà, c'est uniquement ça. Et je pense que c'est ce qui crée des liens sociaux. Voilà, il n'y a rien de mieux en fait. Voilà, je vais faire court, je laisse le micro à je ne sais qui. Merci beaucoup. Alors, une dernière question, puis on va laisser la conclusion. Vous avez le micro, là, madame? Oui. Oui, pardon. C'est bon. Oui. On a beaucoup parlé de châtiments corporels et des pratiques culturelles. Néanmoins, effectivement, en France, c'est encore très toléré. Les violences éducatives ordinaires par qui que ce soit, c'est globalement encore assez toléré. Et vous rappeliez ce matin le côté assez récent de la loi sur l'interdiction des violences éducatives ordinaires. C'est un sujet qui est assez clivant en fait chez les professionnels sociaux, sanitaires, la question des pratiques culturelles et des châtiments corporels, avec un peu deux approches polarisées, soit non, on applique la loi, signalement, basta, ou soit non, c'est une pratique culturelle, il faut faire avec, il faut voir comment on peut fonctionner, entendre ce que disaient les parents. Effectivement, le juste milieu, la bonne réponse, elle se trouve quelque part entre ces deux angles-là. Mais on a beaucoup, au long de la journée sur la question des châtiments corporels, on a beaucoup à appréhender les choses sous l'angle de la loi et de l'interdit posé par la loi. Mais on n'a pas, à mon sens, parlé de la question de l'universalité des besoins fondamentaux de l'enfant. Et en fait, ça n'est pas que la loi, ça n'est pas qu'un interdit légal en France, l'interdiction des violences. C'est motivé par des travaux scientifiques, cliniques, qui ont déjà maintenant un certain nombre d'années, sur le retentissement, sur le développement de l'enfant, des violences, qu'elles soient éducatives, ordinaires, voilà, pour, comme vous l'évoquiez, corriger quelque chose qui est, d'une correction de quelque chose qui aurait été mal fait par l'enfant ou d'une bêtise, etc. Mais on a quand même aujourd'hui des éléments très solides sur le retentissement chez l'enfant de l'utilisation des violences éducatives ordinaires, et notamment dans la petite enfance, mais même plus tard. Et ça, je trouve qu'en tant que professionnel, on méconnaît, on n'a pas suffisamment de connaissances sur l'impact. Parce qu'en fait, si on pouvait répondre et accompagner des parents dans la compréhension du retentissement sur leur enfant de ces violences, il me semble que ce serait quand même beaucoup plus efficace que de poser uniquement l'interdit de la loi. Puisque l'interdit de la loi, oui, même chez les gens qui sont en France depuis je ne sais combien de générations, bon, voilà, on peut le dépasser. Mais vraiment être en capacité d'expliciter, parce que les besoins fondamentaux de la loi, c'est universel. Question, s'il vous plaît, J'ai pas de question, c'était juste de dire que je trouve qu'au fur et à mesure de la journée, on a à mon sens, pas abordé cette dimension-là de l'universalité des besoins fondamentaux qui, finalement, lève toutes les questions autour des représentations culturelles. Notre propos était justement d'essayer de relativiser l'universalisme des institutions aujourd'hui. Donc c'est pour ça que vous êtes sans doute frustrés. Mais bon, ça fait partie du deal. Un dernier petit mot. Juste un dernier outil que je conseille, c'est pour se remettre en question et aussi amener la personne primo-arrivante à se remettre en question, mais se décentrer pour voir à quel niveau elle se trouve. Et puis nous nous trouvons donc au niveau de cet espace interculturel, c'est l'échelle de Bennett. Donc c'est une échelle graduée en 6 stades par rapport à notre culture. Donc c'est une échelle symétrique. C'est-à-dire, nous, on peut s'y voir, et la personne qui est en face de nous, elle aussi, elle peut voir donc à quel niveau elle est. Donc, c'est une manière aussi d'interagir avec l'autre, et puis de voir comment on fait pour avancer ensemble, parce que vous l'aurez peut-être compris, mais donc c'est de 1 à 6. Le niveau 1, c'est le déni. Là, vraiment, c'est le repli identitaire et culturel. Et le but à atteindre, c'est l'échelle 6. Le stade 6, c'est l'échange réciproque et l'interculturel. Voilà. Ahmed, un mot de conclusion. Moi, juste, je rejoins mon professeur, le professeur George Snijders, pour amener la joie à l'école.
et la joie dans toutes les institutions. La joie, pas seulement pour nous les acteurs, pour les enfants et pour les familles. Pour rejoindre votre question, il y a, c'est vrai, ce qu'on appelle des universaux culturels. C'est-à-dire toutes les cultures traitent de la question de la naissance, de la mort, de la vie. Ce sont des universaux. Et dans toutes les cultures, on aime, on n'aime pas, et il y a des violences. Après, c'est au niveau des gestions et au niveau des politiques publiques, en termes de moyens, comment former des bons enseignants aujourd'hui, ou comment former des bons psychologues. Ça fait 30 ans que je forme des psychologues et je vois au fil des ans les moyens qui se rétrécissent. Avant, par exemple, l'examen psychologique, on fait des théories, de TD et des pratiques. Maintenant, on fait que de théories parce qu'on n'a pas des moyens. Il n'y a même pas des salles. Nous avons dépassé le temps. Je laisse la parole. Merci beaucoup à nos 5 intervenants. Merci. Voilà, je ne veux pas dire que les meilleurs sont toujours là, hein, mais les meilleurs aussi sont partis et les plus que meilleurs sont encore là. Alors, je remercie Stéphane et Léo. C'est grâce à lui qu'on a pu gérer, hein, parce qu'avec 5 intervenants et avec les difficultés et tout ça, c'est pour cela qu'il a la main et le savoir-faire. Conclure, qu'est-ce qu'on peut conclure avec tout ce qui a été dit? Sauf, avec votre autorisation, on va publier les actes. Et puis, si vous avez des questions, et notre dernière intervenante, il a quelque chose de très important et de très intéressant à nous dire, qui nous écrit quelques pages, qu'on va les publier sur le site et aussi dans l'ouvrage qu'on va publier. Il y a un autre ouvrage qui va paraître, c'est les violences faites aux femmes. Et je vous invite le 24 novembre, donc on soit ici, à la Cité, un petit peu en bas. Ceci étant, je vous remercie infiniment. Je remercie les intervenants. Et moi, pour moi, l'universalité, je l'ai connue dans le triptyque qui est magnifique, celle que nous ont apporté les siècles de lumière, qui est une évolution de l'humanité, de partir du mal, si vous voyez, le mal absolu, et avec le mal relatif, le mal absolu, c'était Platon, c'est-à-dire que ça vient de l'extérieur, de l'espace, des esprits, de quelque chose qui est extérieur à l'être humain. Et puis le siècle des Lumières nous a appris, ou nous a appris avec Kant, c'était le mal radical, c'est-à-dire ça dépend de nous. S'il y a un mal, c'est en nous, s'il y a un bien, c'est en nous. Donc seulement si on est bien éduqué, donc on fait des choses qui sont bien. Et le triptyque de la Révolution française, la magnifique, la première révolution sociale, c'est la liberté. On est libre, comme dirait Voltaire, mais je défendrai, je mourrai pour ta liberté, hein, c'est un petit peu pour que vous exprimez. Ma liberté s'arrête là où la liberté de l'autre citoyen ou citoyenne commence. L'autre point, donc c'est individuel, la liberté, l'égalité, il y a la loi, la société, mais il y a la fraternité qui est magnifique. La fraternité, c'est la solidarité, c'est mon frère. Est-ce que si j'ai un frère handicap, je vais le jeter de ma maison ou je vais le soutenir? C'est un petit peu la fraternité, c'est dans l'interculturel, c'est un petit peu de voir qu'il y a mon frère, peut-être je ne le comprends pas, mais peut-être en me rapprochant de lui, en l'écoutant, en l'aimant, et ça vient toujours, s'il n'y a pas l'affection, s'il n'y a pas l'amour, et je vous aime, mes enfants, comme dirait l'autre, et soyez aimables les uns vis-à-vis des autres, et à la prochaine, et vive. Donc, je vous enverrai, tout ça, ça sera sur le site, mais avec le temps, on ne va pas les presser. Ça sera publié. Les certificats de présence, ça sera envoyé. Et s'il y a quelque chose, eh ben, on est à votre service. Et merci.